été les plus touchés pendant cette tournée. Et cette crise alimentaire, ajoutée à l'enclavement persistant, ça aussi il faut le reconnaître, les régions du nord du Mali ne sont pas désenclavées du tout, même jusqu'au moment où nous parlons. Quand vous quittez Bamako pour aller à Tessalit, à la frontière de l'Algérie, tu n'as pas une route bitumée du point A à point B. Non. À un moment donné, c'est du sable, c'est du truc. Et les gens du Nord ont toujours eu ce problème-là. Et ce qui fait que beaucoup d'entre eux vivent avec le voisinage, par exemple, de l'Algérie et le truc. Donc, les gens, ils ont pris des armes pour réclamer l'indépendance ou l'autonomie. Sur ces entrefaites, Moussa Traoré a subi un coup d'État. Le régime démocratique d'Alpha Omar Konaré sont venus. Ils ont négocié un accord de paix et à l'occasion de la signature de laquelle ils ont même brûlé une partie de l'arsenal de l'armée malienne. Ça, c'est les Alpha Omar Konaré qui l'ont fait pour célébrer cet accord. Mais en brûlant une partie de l'arsenal, ils pensaient peut-être que le problème a été circonscrit de manière définitivement. Et aussi, il y avait de leur part des arrière-pensées politiques, parce qu'ils ne voulaient pas subir un coup d'État, parce que le régime est issu d'un coup d'État. Parce qu'ATT a fait un coup d'État, une transition de 2 ans, j'ai oublié combien, on a demi 2 ans, il a organisé d'excellentes élections, il est parti. Mais le régime issu de ce coup d'État, qui est le premier régime démocratique du Mali, avait la peur de subir un coup d'État de la part des militaires. Ce qui fait qu'ils ont été extrêmement laxistes sur les questions militaires, surtout l'équipement de l'armée. Ça, il faut dire la vérité. L'armée malienne, qui était l'une des plus outillées, les plus équipées de l'Afrique de l'Ouest, s'est retrouvée dans une situation de décrépitude. Les MiG, les l'armée malienne avait des MiG, avait des avions de combat. Ça n'a pas été renouvelé. Les pièces détachées n'ont pas été renouvelées et tout. Les blindés, tout. Donc l'armée malienne s'est retrouvée complètement à découvert. Bon. Et le président Alpha Konaré a fait ces 2 mandats qui, vers la fin, ont aussi connu un regain de rébellion de la part des Touaregs. Mais attention, tous ces Touaregs qui, du temps de Moussa Traoré, depuis Modibo Keïta, en passant par Moussa Traoré jusqu'à ATT, ils avaient tous comme objectif soit l'indépendance, soit l'autonomie, mais dans une vision, je pourrais appeler séculière, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des islamistes. Tu vois, ils étaient d'accord d'être dans le cadre d'un dispositif institutionnel laïque, mais qu'on leur donne d'autonomie ou d'indépendance. Et ATT est revenu en 2002 à la suite des 2 mandats de Konaré, élu démocratiquement. ATT, après son élection, il a nommé aussitôt un premier ministre Touareg du nom de Ag Amani, qui était haut-commissaire de l'ONU-VSIC, pour calmer le jeu. Parce qu'il a hérité après son élection d'une nouvelle situation encore de regain de rébellion. Ça, il faut le reconnaître. Ça n'a jamais été calme là-bas. Aussi bien du côté du nord du Mali que du côté du Niger. On se souvient de Mano Dayak et tout ça. Bon. Et quand il est venu, lui, il a pensé faire 2 choses. Il nomme un premier ministre Touareg et ensuite il joue un peu sur la division interne des Touaregs. Ça aussi, il faut le reconnaître. Parce que au sein des Touaregs, il y a une famille régnante depuis des siècles, ce qu'on appelle la famille Intalla, avec laquelle c'est la famille sur laquelle a compté l'occupation française. Même l'État malien s'est toujours appuyé sur cette famille pour régler les questions du Nord. Mais il y a des sous-groupes que ces familles nobles considèrent comme des esclaves, excusez-moi, des captifs, mais qui sont nombreux, tu vois, et qui ont eu
à avoir en leur sein un grand général, qu'on appelle le général Gamou, tu vois. Et ces sous-groupes-là ont été travaillés par des services spéciaux de l'armée de l'État malien pour servir de contrepoids. Finalement, il y a eu à un moment donné une rivalité même interne au niveau des Touaregs. Et ATT s'est appuyé sur ça. En faisant quoi? Il dialogue en sourdine avec une grande partie des Touaregs sous la férule de Intalla, mais de l'autre côté, il arme les sous-groupes des Touaregs avec Gamou pour leur donner des moyens sous forme de milices non déclarées pour servir de tampon au nord du Mali. Donc, il y a eu ce problème, et ce problème s'est assez aggravé. Et maintenant, lorsque Kadhafi a subi ce qu'il a subi, la crise libyenne, il y a beaucoup de Touaregs qui étaient avec Kadhafi en Libye, parce que Kadhafi se considérait comme malien, comme Touareg. Il avait dans son armée beaucoup de Touaregs, et les derniers combattants qui l'aidaient, c'était des Touaregs. Parmi les derniers qui ne voulaient pas le lâcher, il semble que, je ne peux pas le certifier parce que c'est des problèmes diplomatiques très sensibles, mais il semble que, d'après plusieurs sources, ils ont été approchés par les Français qui voulaient en finir avec Kadhafi pour leur dire retournez chez vous, même si vous repartez avec vos armes. Toujours est-il que, à la fin de Kadhafi, lorsque Kadhafi a été assassiné, on a vu revenir au Mali du groupe de Touareg qui était avec lui, revenir avec des armes lourdes. Et le Niger n'a pas voulu qu'ils viennent chez eux. Mais eux, ils sont revenus avec des armes lourdes. Et là, ça a créé, ça a déséquilibré, ça a créé une situation de déséquilibre des rapports de force avec l'armée malienne. C'est là où vous avez entendu, vers la fin de la présidence de ATT, on a égorgé des officiers supérieurs dans une ville qu'on appelle Aguelok, et l'armée malienne a été extrêmement malmenée. Il y a eu beaucoup d'officiers qui ont été tués, et cela a créé une émotion extraordinaire au niveau de Bamako. Les femmes des militaires qui sont au niveau de la caserne de Kati ont fait une marche de Kati jusqu'à Koulouba. Bon, celui qui connaît le Mali le sait, entre Kati et Koulouba, tu as peut-être une dizaine de kilomètres. Ils sont venus assiéger le palais présidentiel. ATT a été obligé de les recevoir et tout ça, ça a créé un malaise extraordinaire. C'est à la suite de ce malaise, pour d'autres raisons politiques, que les Sanogo, le capitaine Sanogo et d'autres, ils ont fait un coup d'État à 3 mois du départ de ATT. Alors qu'ATT devait quitter après ses 2 mandats, 3 mois après. ATT a subi un coup d'État 3 mois avant son départ. Bon, l'une des raisons, c'est parce que l'armée malienne a subi beaucoup d'affronts et de tragédies, mais l'autre raison aussi, on soupçonnait ATT de vouloir se faire remplacer par son premier ministre Modibo Sidibé ou son ex-premier ministre Modibo Sidibé, et que beaucoup de gens au niveau de l'armée malienne étaient en faveur d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc c'est dans ces conditions que ATT a été déposé par le groupe de Sanogo, et pour arranger les choses diplomatiquement, on a demandé à Diokounda, qui était président de l'Assemblée nationale, d'assurer la transition, mais la réalité du pouvoir était détenue par Sanogo et Kati, le même camp de Kati. C'est eux qui avaient la réalité du pouvoir. Et ils ont aidé considérablement Ibeka à gagner les élections de 2013. Mais après maintenant le coup d'État, c'est là où les choses se sont aggravées. Pourquoi? Parce que le coup d'État a presque détruit la chaîne de commandement au niveau de l'armée. Les éléments qui sont au nord en train de se battre se sont coupés avec les officiers supérieurs au niveau de l'état-major. Parce que ceux qui ont fait le coup d'État, ce n'est pas les officiers généraux supérieurs comme les chefs d'état-major, mais ce sont les officiers du terrain, les capitaines et tout ça. Donc, la troupe qui était au nord et l'état-major, il y a eu une rupture, la chaîne de commandement. Et sur ces entrefaites,
les rebelles ont profité en une semaine, ils ont pris une après une les villes. Kidal, Gao, Tombouctou et autres, ils se sont emparés de ces villes-là en moins d'une semaine. Vous vous souvenez? Oui, et ils sont allés dans un mouvement extraordinaire ils ont voulu descendre vers Bamako. Ils sont descendus jusqu'à arriver au niveau de Kona. Kona, c'est la banlieue de Mopti. C'est le dernier verrou militairement avant d'atteindre Bamako. Et s'ils avaient gagné la bataille de Kona, mais il y aurait eu un boulevard pour eux pour prendre Bamako. Or, ce que les gens oublient, jusqu'au moment où je vous parle, ils ont beaucoup de partisans dormant à Bamako. Si les djihadistes avaient pris Bamako, vous allez voir des gens qui les accompagnent, hein, Allahu Akbar, compte tenu de leur affinité idéologique wahhabite et tout ça. Arrivé à Kona, Djokunda, qui était le président de la transition, a fait appel à Alassane Ouattara, qui était le président de la CEDEAO. Ensemble, ils ont fait appel à François Hollande. François Hollande a dit qu'il ne veut pas intervenir seulement par les airs, mais il faut que dans la demande de l'État malien d'assistance militaire, qu'on accepte que l'armée de terre française vienne. Parce que pour lui, c'est ça qui garantit le succès de l'opération. Donc, il y a eu, même, on a antidaté la lettre de demande et tout. La demande a été rédigée en une nuit, parce que aussi à Bamako, il y avait deux forces qui ne voulaient pas l'intervention française. C'est les militaires qui étaient à Kati, parce qu'ils savaient que si l'armée française vient avec les Nations Unies, bien que Djokunda étant le président de la transition, mais ils avaient la réalité du pouvoir, les rapports de force vont changer. Eux, ils ne voulaient pas. Il y a eu, semble-t-il, un mouvement qui venait de Kati pour empêcher la signature de la lettre demandant l'intervention, ça c'est clair. Et aussi, il y a des forces à l'intérieur du Mali, comme le shérif de Nioro, dont le père Hamahoula avait été déporté par les Français. Il ne voulait pas l'arrivée des Français. Il me l'a dit, moi, personnellement. Je l'avais interviewé, j'étais là-bas à l'époque, quand ces problèmes, j'étais chez lui, il m'a dit que lui ne veut pas que les Français viennent. Mais toujours est-il que les gens se sont précipités et Dieu fait les choses. Vous savez l'ironie des sorts. Celui qui a rédigé la demande d'intervention des Français, c'était Ibrahim Soumaré. Ibrahim Soumaré, c'est le fils du général Abdoulaye Soumaré. Il était le conseiller diplomatique du président Djokunda. Donc, ils ont envoyé la lettre et les Français ne pouvaient pas tout de suite intervenir à partir de truc. Ils ont envoyé des hélicoptères des forces spéciales qui étaient à Ouagadougou, qui ont stoppé net les djihadistes au niveau de Kona. Et les rafales ont quitté, je pense, Perpignan, j'ai oublié la ville, pour venir directement bombarder en demandant l'autorisation du couloir aérien de l'Algérie. Ils ont bombardé. En 2 jours, 3 jours, ils ont stoppé les djihadistes. C'est ainsi que la France est intervenue au niveau du Mali. Ok, voilà. Donc après, je pense qu'on a une vision de comment les choses sont passées jusqu'à aujourd'hui, presque. Bien que quand même, pour cette nouvelle crise, on va partir à partir du coup d'État de Ibeka. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les militaires aient eu à débarquer Ibeka? Bon, mais ça, il y a beaucoup de secrets autour de cette affaire. Bon. D'abord, moi, ça me gêne beaucoup de parler de Ibeka d'une certaine manière, mais je dois être objectif. Pour des raisons subjectives et humaines. Je suis très attaché à lui. C'est un grand frère pour moi, vraiment. Mais honnêtement, il faut dire que sa gouvernance laissait à désirer. Sincèrement. D'abord, l'armée était mal équipée. Quand il est venu, il a mis en place un programme de réhabilitation de l'armée de quelques milliards. Ça n'a pas été géré de manière orthodoxe. Je ne pense pas qu'Ibeka lui-même soit à la base de ces détournements. Je ne pense pas. Vraiment. Mais il a laissé faire son entourage.
Il a laissé faire son entourage et une partie de sa famille. Il y a eu des détournements inouïs des moyens de l'État, surtout des moyens destinés à l'équipement de l'armée. Ça crée un malaise. Sans compter maintenant, même les soldes. Ça c'est acté aujourd'hui officiellement. Il y avait des doubles comptabilités. Ce qui était encaissé au niveau du trésor et ce que les jeunes recevaient sur le terrain, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que du point de vue de la gestion même diplomatique, il y a eu un problème parce qu'il y a eu, c'est sous sa présidence qu'on a signé les accords d'Alger. Et là, beaucoup de Maliens n'ont pas accepté ça, y compris au sein de l'armée. Je vous donne 2 exemples sur les accords d'Alger pour comprendre. C'est extraordinaire. Vous avez des pays comme la France, les États-Unis, la Russie, l'Algérie, tout le monde, ils sont les garants des accords d'Alger. Mais aucun de ces pays n'accepterait pour sa patrie qu'on signe de tels accords et qu'on leur impose ça. Jamais. Je vous donne quelques exemples. On dit dans l'accord d'Alger que les mouvements qui sont au nord, les rebelles, ont le droit de gérer la sécurité au niveau de leur région. Ils ont le droit. Mais sans que cela soit, je veux dire, encadré. C'est-à-dire qu'ils peuvent former des polices, en tout cas des moyens sécuritaires. Ils peuvent aussi s'équiper en conséquence pour ça. Écoutez-moi très bien, c'est important. Mais on devait encadrer ces dispositions en termes de calibrage, c'est quel type d'armes, vous comprenez? Même au plan institutionnel. Au plan institutionnel et le nombre même. Mais sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on suit cette logique, ils peuvent former des polices, ou en tout cas des structures sécuritaires, avec un nombre illimité, premièrement, et un type d'armes qu'ils veulent. Ça veut dire que demain, si l'accord d'Alger est mis en œuvre intégralement, les gens de Azawad, ceux qui sont au nord, ils peuvent s'acheter des blindés, des avions de combat et tout ça. Absolument. Qu'est-ce que cela veut dire? L'indépendance. Et ensuite, même les moyens économiques, ils veulent l'indépendance, ils veulent l'autonomie. Pourquoi pas ne pas se prendre en charge? Mais vous vous rendez compte? Mais les accords algériens demandent à ce qu'une partie de leur budget soit financée par l'État central. Ça veut dire que les sociétés minières qui sont à l'ouest du Mali, qui sont vers Caille, quand ces sociétés vont donner des impôts, une partie de ces impôts, on va donner aux rebelles du Nord pour leur entretien, pour leur fonctionnement. Et puis, les moyens qu'on leur donne, il n'y a pas de contrôle. Le contrôle, c'est stipulé dans l'accord d'Alger, c'est a posteriori. C'est-à-dire qu'ils vont faire leurs dépenses jusqu'à la fin. Ils vont maintenant, on va venir dire comment vous avez dépensé et tout ça. Vous avez beaucoup d'articles comme ça. Mais c'est extraordinaire. Absolument. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, il a signé ça au nom de l'IBK. Mais non, les gens ne comprennent pas pourquoi. Ça, l'Algérie ne l'accepterait jamais. Absolument. La France, c'est la même chose. Les Corses, ils ont voulu ça pendant longtemps. Vous suivez l'histoire. Ouais. Mais alors, pourquoi on le veut pour les Maliens? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Oui. Et IBK, il a accepté ça. Deuxième point. Troisième point, c'est le centre du Mali. Le centre du Mali n'a jamais connu un problème de rébellion. C'est avec le régime de IBK, l'histoire de Amadou Koufa, les Peuls. Il y a eu il y a maintenant des affrontements entre les Dogons et les Peuls. Les Dogons, on les appelle les cadres et les Peuls. Ils ont cohabité pendant des millénaires. Il n'y a jamais eu de problème.
Il y a eu un peu de problème au moment de Djihad de Cheikh Omar Tal, mais ça c'est autre chose. D'ailleurs, les Dogons, beaucoup d'entre eux, pour se comprendre entre eux, ils sont obligés de parler Peul. Parce que les parler Dogon, tu as plus de 100 façons de parler Dogon. Donc pour communiquer, ce qu'on appelle la langue véhiculaire des Dogons, c'est le Peul. Donc, et puis même du point de vue de l'élevage, les uns, ils ont les trucs des autres, etc. Mais le laxisme du pouvoir central a été tel qu'ils en sont arrivés à s'affronter. Donc les membres du DICO et autres se sont levés. Ils ont dit que Ibeka, ça suffit maintenant. Parce que si il vous reste 3 ans, dans ces conditions-là, nous avons perdu le nord, nous avons perdu le centre. Il ne nous reste que Bamako, une partie de l'ouest et le sud. Avant 3 ans, même si tu termines ton mandat démocratiquement que tu as eu, le Mali risque de partir avec. Donc le M5, ils se sont organisés, donc M5, Choguel Maïga, ils ont fait des manifestations et tout, pour demander le départ de Ibeka. Maintenant, il y a eu une crise, la CEDEAO a été là-bas et tout, et une partie de l'armée voulait faire un coup d'État contre Ibeka. Et les amis de Ibeka, ils ont entendu ça. Pour contrer le coup d'État qui était en préparation, ils ont demandé à Goïta de venir contrer le coup d'État. C'est ça la vérité. Ah bon? Parce que qui est Goïta? Mais Goïta, c'est le patron des forces spéciales. Les forces spéciales, c'est-à-dire la force sur laquelle a misé essentiellement l'État du Mali et la communauté internationale pour combattre les terroristes. Voilà la force de Goïta. À un moment donné, pour combattre les terroristes, la communauté internationale, l'État mali, ils ont créé ce qu'on appelle une force spéciale contre le terrorisme, avec une puissance de feu exceptionnelle, très, très, très en dessus de l'armée malienne, ce que l'armée malienne a comme équipement. Donc, quand les amis, ce qu'on appelle la sécurité d'État du Mali, le général Diawara, ils ont entendu qu'il y a une préparation de coup d'État, ils ont demandé à Goïta de revenir vers Bamako, contrer ça. C'est pour ça que Goïta a quitté les centres d'opération au nord, avec ses éléments, pour venir contrer, parce que Goïta était très proche du fils d'Ibeka, Karim Keïta. Il est venu, et l'autre camp, c'est-à-dire les Malik Diaw, qui est aujourd'hui le président du Conseil de transition, eux, ils étaient de l'autre côté pour faire leur coup d'État eux-mêmes. Mais il semble qu'à un moment donné, ils se sont concertés entre militaires. Ils ont dit qu'il ne faut pas aller vers l'affrontement pour les beaux yeux de ces Ibeka et s'entendre sur quelque chose. C'est là qu'ils se sont entendus et ils ont dit à Goïta de prendre le pouvoir. Pourquoi? Il ne faut pas se faire d'illusions. Au sein de l'armée, ce n'est pas le leadership intellectuel qui compte, c'est la puissance de feu. Lui qui est le patron des forces spéciales, il avait la puissance de feu supérieure, on lui a demandé d'être le président. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Okay. Là, je pense ça a été un peu plus clair. Alors, maintenant, il y a eu des forces d'intervention, la France, la force Barkhane. Eh bien, quelle lecture aussi on peut avoir de toutes ces forces qui sont au Mali aujourd'hui? Non, c'est-à-dire, je vous ai dit, je vous ai raconté dans quelles conditions la France est intervenue. Bon, mais il faut dire qu'à un moment donné, la France a vu que du point de vue budgétaire, elle ne pouvait plus gérer voilà, militairement. Parce que l'entretien de la troupe sur le terrain est extrêmement cher. C'est des millions d'euros par jour. Alors, ils ont demandé à ce qu'il y ait une mission des Nations Unies. Ils ont fait le lobbying. Parce que aussi, tu sais, les gens, parfois, ils n'ont pas une lecture géopolitique des rapports de force au niveau international. Je vous donnerai 3 exemples. Vous savez, les Nations Unies, il y a le secrétaire général, mais il n'a aucun pouvoir. Aucun. Il y a 3 pays qui gèrent les Nations Unies. C'est les États-Unis,
c'est la Grande-Bretagne, c'est la France. Pourquoi? Parce qu'ils occupent les 3 postes clés au niveau des Nations Unies. Vous avez ce qu'on appelle le sous-secrétaire d'État chargé des affaires politiques. Ça, c'est toujours un Américain. Vous avez le sous-secrétaire d'État chargé de l'administration, c'est un Britannique, ou inversement. Vous savez, le sous-secrétaire d'État chargé de ce qu'on appelle le Conseil de paix et de sécurité, les affaires les opérations de maintien de la paix. C'est toujours en France. Toujours en France. Donc, ils ont des leviers au niveau des Nations Unies pour faire passer leur agenda. Donc, dans ces conditions, ils ont vu que ils ont besoin de rester militairement, mais financièrement, c'est difficile. Ils ont fait passer ça par le biais des Nations Unies, d'où la création de la MINUSMA. Et souvent, d'ailleurs, c'est connu de tout le monde. Les Nations Unies, c'est un outil entre leurs mains pour ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé. Mais ce que je vous dis, pourquoi c'est entre eux? Parce qu'ils ont, vous savez, les autres nations, c'est-à-dire les gens sont naïfs. Tu sais, eux quand même, ils ont, même si on est parfois contre eux, il faut leur créditer d'une certaine intelligence stratégique. C'est-à-dire là où les gens voient les honneurs et tout ça, eux, ils vont à l'essentiel. Ils voient que les Nations Unies, suite à le département de la politique, le département de l'administration générale et le maintien de la paix, la sécurité, tu as tout. Tout le reste, c'est des honneurs ou je ne sais pas quoi. Et ils se sont partagés ça. Bon, donc ce qui fait que ils créent des opérations comme ça, de couverture, pour faire passer leur agenda. Donc dans le cas d'espèce, au Mali, ils ont voulu rester, avoir une mission pérenne. Pour cela, il faut les moyens, et ces moyens-là, c'est les Nations Unies qui ont ça. Bon, donc les Nations Unies sont sur place, mais la France n'a pas voulu mettre ces éléments sous le drapeau des Nations Unies. Ils ne le font nulle part d'ailleurs, ces grandes puissances. Il n'y a que les puissances, il n'y a que des pays. Oui, mais eux, ils ont leur commandement à part, Barkhane. Bon, donc c'est ça. Donc Barkhane et la MINUSMA, ils sont sur place, mais la mission n'est pas robuste parce qu'ils ont une mission pas une mission d'interposition, mais de maintien de la paix. Mais ils n'ont pas une mission d'imposition de la paix. Parce que si la nature de la mission évolue dans un sens plus robuste, ils allaient être plus en offensive contre les rebelles. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi. Parce que cette histoire des rebelles, quand même, il faut se poser des questions. Des gens qui sont à moto, qui sont en ceci. Les armées les plus puissantes sont là-bas depuis 7 ans. On n'arrive pas à en finir avec eux. Il y a un problème. Parce que les rebelles qui sont au Mali, ce n'est pas quand même le Daesh de l'Irak. Ce n'est pas aussi les FDR de la Syrie et tout ça. Ils n'ont pas l'équipement qu'il faut. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Alors, donc, pour un peu encore avancer dans notre dossier, alors, il y a eu un deuxième coup d'État. Aujourd'hui, on est en train de vivre une situation encore nouvelle. C'est difficile. Souleymane, c'est extrêmement triste. Vous savez, moi, je suis très inquiet quand même. Parce que ce qui se passe au Mali, c'est extrêmement grave pour nous, pour notre sécurité, pour la sous-région. Bon, maintenant, pour revenir à ce coup d'État, bon, ça veut dire qu'ils ont fait leur coup d'État. Ils voulaient rester eux-mêmes, gérer la CEDEAO, les Nations Unies, tout le monde. Alors, ils ont fait la pression pour qu'ils cèdent le pouvoir à des civils. Ils sont allés prendre quelqu'un très proche d'eux, Bandaou. Bandaou, c'est un colonel à la retraite de l'armée de l'air malienne. Mais parmi les officiers qui ont fait le coup d'État, beaucoup d'entre eux, ce sont ses poulains. Il est leur parrain. Il y en a même parmi eux dont il a été pour beaucoup dans leur entrée dans l'armée. Bon, ils ont pris Bandaou. Bandaou est venu. Bon, maintenant Mokhtar Wan a été nommé Premier ministre.
Ça aussi, c'est des tractations un peu complexes. On parle de Mamoudou Diko et de Sylvie Yoro. Bon, je n'en sais rien. Bon, même si j'en sais un peu, je préfère ne pas m'étendre sur ça. Maintenant, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire, Bandao, à un moment donné, bien qu'il a été coopté carrément par ces militaires, il leur doit tout. Mais je pense qu'il a été monté quelque part. C'est-à-dire, il a fait une visite en France. Qu'est-ce qu'on lui a dit là-bas, hein? On ne sait pas. En tout cas, il est revenu avec un autre esprit, sincèrement. Bon, en tout cas, du genre, maintenant, c'est moi qui est là, je suis le chef. Il y a un seul capitaine dans le navire et tout ça et tout ça. Bon, ça aussi, il a manqué de diplomatie et de bon sens politique. Il a oublié les rapports de force réels. Parce qu'il est devenu président, c'est eux. Et puis c'est eux qui détiennent le pouvoir. Bon, donc ce n'était pas réaliste de sa part. Donc il a voulu faire, il a demandé à ce qu'il y ait un remaniement. Bon, l'esprit quand même était positif, parce qu'il voulait quand même que dans le dernier remaniement, qu'il y ait une inclusion de l'ensemble des forces politiques. Bon, le M5 a refusé, mais beaucoup quand même avaient fait leur entrée dans ce gouvernement mornais, entre autres ADP Maliba et tout ça, le mouvement citoyen de ATT et tout. Bon, c'était une bonne chose, mais le contexte était très difficile, parce que l'UNTM, la principale centrale syndicale, était en grève pendant une dizaine de jours. Tout était paralysé. Tout était paralysé. Il n'y avait pas de banque, il y avait